مرحبا أهلا وسهلا بكم في القدس. Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à Jérusalem, en Palestine. Température extérieure, 30 degrés. Dans quelques minutes, notre équipe apposera le visa palestinien sur votre passeport. Préparez-vous à être informés et éveillés. Laissez-nous être votre guide dans ce voyage immersif. Si vous cherchez des informations claires et vérifiées sur la Palestine, vous êtes au bon endroit. On a créé le visa palestinien justement parce qu'il est difficile de trouver des informations honnêtes et scientifiques sur la question palestinienne en France. Face aux médias mainstream qui déforment souvent les faits et à l'abondance d'informations sur les réseaux sociaux, on veut offrir un espace de clarté et de vérité. Ici, on décrypte les faits, on partage des analyses et surtout, on donne la parole à ceux et celles qui vivent ou connaissent la réalité palestinienne. Attachez vos ceintures et préparez-vous pour un voyage au cœur de la vérité. Je suis Yazid. Et moi, c'est Marie. Bienvenue sur Visa Palestinien. Pour le premier épisode de Visa Palestinien, nous avons le privilège d'accueillir Alain Grech, spécialiste du Proche-Orient. C'est l'ancien rédacteur en chef et directeur adjoint du Monde diplomatique. Il est aussi le fondateur et l'actuel directeur du journal en ligne Orient 21. Il est auteur de plusieurs ouvrages sur la Palestine. Il a notamment écrit Israël-Palestine, vérité sur un conflit, sorti en 2001, De quoi la Palestine est-elle le nom, sorti en 2021, et son dernier ouvrage, Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir. Bonjour Monsieur Grech. Bonjour, Merci beaucoup de nous faire l'honneur de participer à notre premier épisode de Visa Palestinien. merci à vous. En France, dans la vision politico-médiatique et du coup du public, la création d'Israël a démarré après la Seconde Guerre mondiale et le choc de la Shoah, l'extermination de 6 millions de Juifs par les nazis. Et du coup, est-ce le cas? Est-ce que la création d'Israël a démarré à cette période comme on l'entend? Non, elle s'est achevée, je dirais, à cette période, et on peut dire déjà qu'à la fin des années 30, il y a un quasi-État qui s'est installé sur le territoire de la Palestine. Pour comprendre, je dis parfois, c'est évidemment un raccourci, qu'il y a une date de naissance de l'État d'Israël. La vraie date de naissance de l'État d'Israël et la vraie date de naissance du conflit, c'est le 2 novembre 1917. Nous sommes en pleine Première Guerre mondiale. Je rappelle, les Français, les Britanniques et les Russes se battent contre l'Empire austro-hongrois, les Allemands et l'Empire ottoman. Le sort de la guerre est à peu près tranché, c'est-à-dire que les empires centraux vont être défaits. Et pour les Britanniques et les Français, l'avenir de l'Empire ottoman est important. Ils veulent le démanteler. Ils veulent obtenir le contrôle de cette région, notamment de ce qu'on appelle le Proche-Orient arabe. L'Empire ottoman est un empire turc. Il y a sur le territoire actuel de ce qu'on appelle la Turquie, mais ils contrôlent tout le Proche-Orient, ce qui correspond aujourd'hui à la Palestine, Israël, la Syrie, le Liban, l'Irak, etc. Il y a une volonté de se partager ça. C'est-à-dire qu'on est déjà dans la préparation de l'après-Première Guerre mondiale. Les Français et les Britanniques sont à la fois alliés mais sont concurrents parce que, par exemple, sur la Palestine, les Français aimeraient bien, compte tenu du rôle de la France comme protectrice d'un certain nombre de lieux saints en Palestine, avoir un contrôle sur la Palestine, mais finalement, c'est les Britanniques qui vont l'avoir. Le 2 novembre 1917, Lord Balfour, qui est un important ministre britannique, signe une déclaration qui va être connue sous le nom de la promesse Balfour, disant que le Royaume-Uni envisage de manière favorable la création d'un foyer national juif en Palestine. C'est intéressant de noter la terminologie, c'est-à-dire que on dit que les Juifs en Palestine ont des droits nationaux. En revanche, les populations musulmanes et chrétiennes, qui représentent 90%, on dit qu'on garantira leurs droits politiques et culturels et religieux. Donc il y a déjà un traitement très différent qui est fait des deux populations. Pour comprendre cette promesse de Balfour, à la fin du 19e siècle, il se développe un mouvement qu'on appelle le sionisme politique, défendu par quelqu'un qui s'appelle Theodor Herzl, qui est un journaliste autrichien, dont la thèse est, en gros, les Juifs sont inassimilables. Des fois, il reprend même les qualifications de racistes à l'égard des Juifs, en disant que les Juifs, comme ils ne forment pas une nation, ils sont dégénérés, etc. Il faut les régénérer avec un État-nation. Il fait partie de mouvements qui existent dans toute l'Europe, de communautés qui aspirent à l'indépendance. D'une certaine manière, le mouvement sioniste s'inscrit dans ce cadre. Est-ce que les Juifs forment un peuple? Est-ce qu'ils ont droit à un État indépendant? C'est une question qui concerne les Juifs et à la limite, elle ne nous intéresse pas. Là, le problème du mouvement sioniste, c'est pas ça. C'est qu'il va, après avoir hésité,
alors, avec l'idée de créer un État juif en Argentine ou créer un État juif au Congo, il va décider que cet État, il va le créer dans ce qu'on appelle en gros la Palestine historique. Et c'est ça où il y a un problème. C'est pas que des gens réclament un État juif, c'est de savoir que cet État va être créé en Palestine où existe déjà une autre population. Et c'est à partir de ce moment qu'il va commencer à se créer des problèmes. Avant la Première Guerre mondiale, avec les premières vagues du mouvement sioniste, mais qui sont quand même limitées, mais à partir de 1917, avec la déclaration de Balfour, avec le fait que les troupes britanniques entrent à Jérusalem, avec le fait que la promesse Balfour va être intégrée au mandat que la Société des Nations donne aux Britanniques sur la Palestine, il va y avoir un afflux d'émigrants juifs en Palestine et qui va être organisé par le mouvement sioniste en collaboration avec la puissance coloniale, qui est la puissance britannique. Il faut rappeler à ceux qui disent que l'antisionisme, c'est l'antisémitisme, que très longtemps, les Juifs ont rejeté le sionisme. La majorité des Juifs qui ont rejeté le sionisme, comme je dis, ils ont voté avec leurs pieds. C'est-à-dire, quand ils ont eu la possibilité d'émigrer, ils ont été aux États-Unis. Pour eux, la terre promise, c'était les États-Unis. Jusque dans fin des années 1920, l'immigration juive en Palestine est relativement faible. Mais elle provoque des tensions, je vais y revenir. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment, elle va devenir massive? Alors, tout le monde va vous dire, évidemment, la montée de l'extrême droite, l'ascension des partis antisémites en Europe, et évidemment, l'avènement de Hitler en 1933. Mais ce n'est pas la raison essentielle. La raison essentielle, c'est qu'à partir des années 20, les États-Unis vont se fermer à l'immigration. Et ils visent essentiellement les Juifs. Ils ne veulent pas d'émigrés juifs chez eux. Il faut rappeler que même après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils n'ont pas ouvert leurs portes aux rescapés du génocide. Ils accueillaient 5000 rescapés par an. Et il a fallu les années 60 pour que ce soit levé. Les Palestiniens ont raison de souligner une espèce d'hypocrisie, c'est-à-dire soi-disant l'amour des Juifs. Dans les faits, on pouvait envoyer les Juifs en Palestine parce qu'on ne les voulait pas chez nous. Et c'est intéressant de rappeler que Lord Balfour, donc, qui est l'initiateur de cette fameuse promesse, était lui-même un antisémite convaincu. Il avait adopté des lois en 1905 en Grande-Bretagne qui étaient des lois qui visaient à empêcher les Juifs d'arriver au Royaume-Uni. Tout ça va créer une situation qui, petit à petit, va amener à l'extension de la communauté juive en Palestine, qui va se développer de manière extrêmement bien organisée, d'abord par la conquête de la terre. Alors, il y a des gens qui disent, bon, ils n'ont pas volé la terre, ils l'ont achetée, ce qui est vrai, mais en 1947, ils possédaient 10% des terres. Mais ce qui a été important, c'est qu'à partir de ce moment, ils ont développé l'idée du travail juif, c'est-à-dire, et c'est un truc qu'on réfléchit quand même assez effrayant, c'est-à-dire que de créer des communautés agricoles, on a entendu parler, les kibboutz, les moshavs, où on n'avait pas le droit d'employer des Arabes. Et donc, il y a eu un achat de terres permis grâce à l'argent envoyé par les Juifs à travers le monde pour acheter ces terres et on vidait les paysans. Donc, évidemment, ça crée une classe de paysans pauvres et ça crée les conditions d'une résistance, y compris à partir de 1936 à 1939, une grande insurrection qui a été politique et militaire contre cette émigration juive. Donc, il y a eu cette prise de contrôle du territoire. Il y a eu un développement économique tout à fait... Enfin, je veux dire, il y avait des compétences, il y avait de l'argent qui arrivait, etc. Donc, il y avait un vrai dynamisme économique. Ils ont eu très tôt un parlement que les Britanniques ont permis, c'est-à-dire qu'il s'est constitué une espèce de représentation de ce qu'on appelait le Yishuv, c'est-à-dire la communauté juive en Palestine. En quelle année c'est à peu près? Le Royaume-Uni obtient le mandat officiel de la Société des Nations en 22. Ça doit être dès 23-24. Il y a l'élection d'une autorité politique qui est l'interlocuteur aussi des autorités britanniques, mais qui crée petit à petit tous les attributs de l'État. Et ce qui manque, c'est la force armée. Et en 1936-1939, pour écraser la grande révolte palestinienne, les Britanniques vont favoriser l'armement des groupes sionistes qui donc vont être l'embryon, je dirais, de la future armée israélienne. Donc on peut dire qu'en 1939, tous les ingrédients de la naissance d'un État juif sont créés et à peu près on est à un rapport qui est passé de moins de 10% de juifs en Palestine à un tiers de la population.
Donc ça crée une situation de tension et qui va permettre après la création de l'État d'Israël. Quels sont les motifs de Lord Balfour quand il fait cette promesse au mouvement sioniste? En 1917, la Grande-Bretagne est en train de sortir vainqueur de la Première Guerre mondiale. Elle n'est pas affaiblie comme la France qui a perdu des millions d'hommes dans cette guerre. Et elle est la grande puissance mondiale qui va dominer la scène internationale jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. On dit que c'est l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, c'est-à-dire ça, jusqu'en Inde, qui est, si vous voulez, la perle de l'empire et qui a une source de revenus majeure pour le Royaume-Uni. Et le commerce entre le Royaume-Uni et l'Inde se fait à travers le canal de Suez. Et donc la protection du canal de Suez est un élément important de la stratégie britannique. Avoir une communauté européenne installée en Palestine, pour eux, c'est une garantie. Les Britanniques contrôlent l'Égypte et ils se disent qu'ils pourront compter sur des Européens. Une des choses importantes à comprendre quand on parle aujourd'hui de colonialisme et pourquoi le mouvement sioniste est un mouvement colonial, il était un mouvement colonial dans le sens où, Herzl le disait, ils étaient porteurs de la civilisation. Ça allait créer au cœur du Proche-Orient une entité européenne qui serait, Herzl disait, un rempart contre la barbarie asiatique. Donc on est tout à fait dans cette logique et il y a l'idée qu'on va pouvoir se servir du mouvement sioniste. Et à partir de 1939, alors qu'on est à la veille de la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques qui contrôlent l'ensemble du monde arabe commencent à limiter l'immigration juive en Palestine. Tous les pays arabes sont sous leur contrôle et leur domination, donc ils ne veulent pas de problème et donc ils limitent l'immigration et il va y avoir des tensions entre une partie des groupes sionistes et les Britanniques. Ils ont pris un certain nombre de ces groupes vont utiliser le terrorisme contre les Britanniques en disant que les Britanniques sont nos ennemis. Ce qui amène un certain nombre de gens à dire mais en fait c'est un mouvement anticolonialiste, ils se sont opposés aux Britanniques. C'est la thèse que défend Bernard-Henri Lévy dans son dernier livre. C'est un peu comme si on dit l'OAS qui s'est opposé à la France dans les années 60-62 était un mouvement anti-impérialiste. Il y a eu des tensions dans l'histoire entre les intérêts de la métropole et ceux des colons ne sont pas forcément les mêmes à tous les moments. Et là, il y a eu un clash important. Israël ne serait jamais né sans le soutien britannique. Et dans ce sens, c'était effectivement une entreprise soutenue par un centre colonial, quoi. Et quels étaient les rapports entre les Juifs et les Arabes avant la création d'Israël, enfin, avant cette immigration de masse? D'abord, il faut rappeler que vous savez, les Juifs utilisent toujours l'idée, on a rêvé depuis 5000 ans le retour à Jérusalem, il y a la prière l'an prochain à Jérusalem, mais Jérusalem, les Juifs égyptiens disaient de manière ironique, pourquoi chanter, pourquoi prier l'an prochain à Jérusalem? Il suffit de prendre le train, dans les années 30 et 40, il suffisait de prendre le train du Caire à Jérusalem et pour aller, et les Juifs pouvaient le faire. Et il y était une tradition, notamment chez les Juifs religieux, d'aller se faire enterrer là-bas, parce que c'est là où le Messie devait apparaître à la fin du monde, etc. Donc, évidemment, il y avait des tensions entre les différentes communautés religieuses, complexes, entre musulmans, chrétiens et juifs, à la fois en Palestine et ailleurs. Mais globalement, je dirais, les Juifs étaient bien mieux dans l'Empire ottoman qui ne l'avait été dans l'Europe du 19e siècle, quoi. Donc, les tensions ont commencé à naître à partir du moment où l'immigration est arrivée. Et c'est important aussi à comprendre, c'est-à-dire que les Palestiniens n'ont pas refusé les Juifs comme réfugiés. Il y a plein de réfugiés juifs qui ont été dans le monde arabe dans les années 30 parce qu'ils étaient plus en sécurité que sous l'Allemagne nazie ou dans les différentes dictatures. Mais ils disaient, c'est pas tout à fait la même chose d'être réfugié et de venir sur un territoire en disant, mais on est là pour créer notre propre État et pour vous chasser. Donc, il y a eu des tensions qui sont nées très, très rapidement d'ailleurs, quand le mouvement, avec notamment l'aide britannique, l'immigration a augmenté de manière importante. Il y a eu ces achats de terres, cette expulsion des paysans, etc. Donc, voilà, c'était ça la question.
D'ailleurs, l'aspect religieux, il faut quand même dire, bon, il y a évidemment un aspect religieux, mais il faut rappeler quand même que les Palestiniens sont musulmans et chrétiens. Et les mouvements qui se sont organisés dès le départ contre l'immigration juive, c'était des mouvements qui regroupaient musulmans et chrétiens. Et ils le faisaient sur une base nationale, pas sur une base religieuse. Comment ça s'est concrétisé justement cette opposition à l'immigration juive? Et cette lettre Balfour, est-ce qu'elle était connue par les populations arabes? La lettre Balfour a été connue très vite, je crois qu'elle était publique, il me semble, mais ce qui n'était pas connu, c'est ce qu'on appelait les accords Sykes-Picot, qui étaient les accords de partage entre les Français et les Britanniques, la manière dont ils avaient tracé les frontières, les Français ayant la Syrie et le Liban, les Britanniques, l'Irak, la Jordanie et la Palestine. En plus, ils contrôlaient l'Égypte depuis longtemps. Ça, c'est la révolution bolchevique qui a publié les accords secrets. Et évidemment, ces accords vont aussi accélérer le mouvement d'opposition dans les pays arabes à la politique française et britannique et évidemment à l'immigration sioniste. Vous parliez tout à l'heure de la SDN, donc la Société des Nations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ça? La SDN, c'est, on peut dire, le précurseur de l'Organisation des Nations Unies, à part que c'est essentiellement les pays européens, et il n'y a pas de pays africains, il y a très peu de pays asiatiques, quelques pays latino-américains. Bon. La SDN se crée au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec une contrainte. Si vous voulez, avant la Première Guerre mondiale, les Français et les Britanniques sont dans une politique coloniale traditionnelle, c'est-à-dire le droit normal des Européens à contrôler des pays étrangers. Et ça, personne ne le met en cause. Après la Première Guerre mondiale, ça devient plus difficile pour plusieurs raisons. D'abord parce que les Américains sont pas sur une ligne directement coloniale et prônent l'autodétermination des peuples, même si en fait ils la prônent essentiellement pour les peuples européens et assez peu pour les peuples colonisés. Il y a eu la révolution bolchevique. Et ça aussi, c'est un élément très important. C'est-à-dire qu'ils réunissent à Bakou en 21, je crois, le congrès des peuples d'Orient, sous le mot d'ordre, prolétaires de tous les pays et peuples opprimés, unissez-vous. Donc il y a la volonté du nouvel État soviétique et de l'internationale communiste d'utiliser la question nationale et coloniale de manière radicale, alors qu'avant la Première Guerre mondiale, la plupart des partis sociaux-démocrates étaient des partis colonialistes qui pensaient que le colonialisme, c'était le progrès. Donc on ne peut pas continuer à faire comme avant la Première Guerre mondiale. C'est pour ça qu'on crée la Société des Nations et ce qu'on appelle le système des mandats. Le système des mandats, c'est-à-dire que vous donnez le mandat à tel ou tel pays de s'occuper d'un territoire, non pas pour le coloniser ad vitam aeternam, mais pour les conduire à l'indépendance, parce qu'ils sont encore trop jeunes pour être vraiment indépendants. Et donc, la France va recevoir le mandat sur la Syrie et le Liban, et la Grande-Bretagne va le recevoir sur la Palestine, la Jordanie, l'Irak. Donc, avec l'idée de les amener à l'indépendance. Le problème de la Palestine, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que là, on a créé un problème supplémentaire. C'est-à-dire que s'il y avait eu un mandat sur la Palestine pour amener la Palestine à l'indépendance, on aurait eu aujourd'hui une Palestine indépendante comme on a une Égypte indépendante. Mais là, comme on a créé on a fait cette promesse Balfour, qu'on a développé à l'intérieur une communauté juive qui se prétend, avec une aspiration nationale, on a créé une situation d'impasse. Je pense d'ailleurs qu'en partie c'est délibéré de la part des Britanniques, c'est-à-dire un territoire sur lequel il y a des tensions, ça facilite leur présence puisqu'ils apparaissent pour certains comme les médiateurs. Il faut dire que la colonisation britannique, elle a été différente de la colonisation française, mais elle a quand même créé toute une série de problèmes. On l'a vu avec l'Inde et le Pakistan, on l'a vu au Soudan, c'est-à-dire de diviser pour régner. Et là, c'était effectivement diviser pour régner. Le problème, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques n'ont plus l'argent même pour contrôler les colonies. Ils vont être obligés de partir et ils vont laisser une situation de chaos. Et comment vous expliquez donc la supériorité militaire du coup des Israéliens lors de la guerre de 48? En fait, il y a eu beaucoup d'études faites, y compris par les Israéliens, qui montrent que la jeune armée juive, avant la création de l'État d'Israël, ensuite la jeune armée israélienne, disposait de beaucoup plus, aligner plus de soldats que l'ensemble des armées arabes. Entre 1936 et 1939, le mouvement national palestinien a été vraiment liquidé, avec la déportation de milliers de cadres, etc. Il joue un rôle relativement secondaire en Palestine.
Par qui il a été liquidé? Par Les l'occupation Britanniques et les britannique? sionistes. Et les deux. Voilà, il y a eu une insurrection, donc, comme j'ai dit, entre 1936 et 1939, qui a été noyée dans le sang, avec une collaboration totale des sionistes et des Britanniques. C'est là où les sionistes vont d'ailleurs acquérir beaucoup d'expertise militaire et se préparer, je dirais, à la guerre que tout le monde sait qu'il va arriver. Voilà. Les sionistes, puis la jeune armée israélienne, alignent plus de soldats que l'ensemble des armées arabes qui interviennent. L'ensemble des armées arabes qui interviennent avec des motifs extrêmement différents. Il n'y a pas d'unité de commandement ni de stratégie. C'est-à-dire que le seul qui a peut-être un projet, c'est le roi de Transjordanie, qui est devenu la Jordanie. Il veut contrôler la Cisjordanie et il négocie secrètement avec les sionistes pour essayer d'avoir une espèce d'accord de partage de facto. Il va faire qu'après la guerre, le territoire de ce qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie et de Jérusalem-Est va passer sous son contrôle et il va l'annexer. Mais sinon, si on prend par exemple l'exemple égyptien, d'abord, l'armée égyptienne est totalement corrompue, et le roi Farouk, totalement corrompu aussi. En fait, il va entrer dans la guerre à la dernière minute parce qu'il fait face à un mouvement national très important qui veut chasser les Britanniques et le chasser lui, et qu'il pense, comme tout dirigeant, qu'une bonne guerre, ça fait diversion. En fait, le résultat, ça sera qu'il va perdre le pouvoir quelques années plus tard, mais les Égyptiens ont une stratégie, les Irakiens sont loin, ils vont envoyer des troupes, mais elles arriveront pratiquement pas. Donc, voilà, on est dans ces conditions. Mais il y a un autre élément, évidemment, qui a joué de manière importante, c'est la décision de l'Union soviétique, qui est assez surprenante, de soutenir le jeune État d'Israël. D'abord, c'est un tournant de la position soviétique, c'est-à-dire le mouvement communiste en général a toujours été hostile au sionisme. Il a toujours combattu idéologiquement et aussi pratiquement, et a toujours prôné jusqu'à présent l'idée d'un État binational où coexisteraient juifs et palestiniens sur le même territoire. Et puis il va changer d'habit. Pour les soviétiques à l'époque, l'ennemi principal, c'est les Britanniques. Et ils pensent que leur soutien à l'État d'Israël va permettre plus ou moins de mettre Israël dans leur camp, et surtout d'accélérer le départ des Britanniques de la région. Donc ils vont non seulement envoyer des armes, mais ils vont permettre à toute une série de réfugiés, enfin de juifs des pays de l'Est, d'émigrer en Palestine, de participer au combat, etc. Et ça va être un élément décisif. Le calcul soviétique, ça a totalement érodé, puisque dès 1950, clairement, Israël prend position pour le camp occidental, sur la guerre de Corée, sur tous les conflits. Mais bon, ça a joué quand même, paradoxalement, un rôle très important dans la victoire israélienne entre 1948 et 1950. D'accord, donc contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas du tout les Américains qui ont soutenu... Alors, les Américains étaient assez divisés. C'est-à-dire, le président Roosevelt et Truman ensuite étaient pour le soutien à Israël, mais il y avait un fort lobby, notamment pétrolier, qui pensait que ça allait aliéner les Arabes, qu'il fallait pas faire ça, qu'il fallait une politique plus équilibrée, etc., qui apparaissent aujourd'hui étranges quand on voit la politique américaine. Ils ont reconnu assez rapidement le nouvel État d'Israël quand Israël a déclaré unilatéralement son indépendance le 14 mai 1948, mais au départ, ils n'ont pas été un élément décisif. L'alliance stratégique entre les États-Unis et Israël, en fait, elle date de la guerre de 1967. Avant, je veux dire, ce n'était pas le cas, et l'alliance stratégique pour l'Israël, c'était la France, ce qui redevient le cas aujourd'hui. Non, je plaisante. Est-ce que vous pouvez nous parler du plan de partage? Comment il a été déclaré? Et qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là? À partir d'un moment, les Britanniques se rendent compte qu'ils ne peuvent plus contrôler la situation en Palestine. Et comme j'ai dit, la Grande-Bretagne est affaiblie, elle croule sous les dettes, etc. Elle décide de porter la question de la Palestine devant les Nations Unies, dans l'espoir plus ou moins qu'elle pourra quand même obtenir des Nations Unies un mandat pour rester comme une force d'apaisement, parce qu'il n'y aura pas de solution. Les Nations Unies créent une commission d'enquête, et ils envoient une commission d'enquête en Palestine. C'est très intéressant d'ailleurs cette commission d'enquête, parce que les Palestiniens vont boycotter la commission d'enquête en disant de toute façon on ne partage pas notre pays, on n'est pas prêt à discuter de l'avenir de notre pays, etc. Bon, ce qu'on peut comprendre, mais en même temps qui était évidemment très contre-productif. Et l'autre aspect, c'est que le mouvement sioniste, puisqu'à l'époque c'était ça, a agi de manière très intelligente. D'abord, il a
je ne sais plus combien de représentants d'État, il y avait une demi-douzaine. À chaque représentant de la commission d'enquête, ils ont adjoint un juif issu de son pays qui parlait la langue, qui pouvait l'aider, etc. Y compris le Suédois qui présidait cette commission. Ils ont mis des micros dans toutes les chambres et ils écoutaient tout ce qui se disait. Donc, ils étaient vraiment mieux préparés. Et donc, on a obtenu finalement une majorité des 2/3 au plan de partage, à la fois aussi parce que le camp soviétique a voté pour. Un des arguments aujourd'hui, c'est de dire Israël, les sionistes l'ont accepté, les Palestiniens n'ont pas accepté. On sait par toutes les archives que Ben Gurion, qui était le chef du mouvement sioniste, l'a accepté du bout des lèvres, en sachant qu'il y aurait une guerre et que de toute façon, ça se déterminerait sur le terrain. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. C'est aussi le reflet de ce qu'était la communauté internationale à l'époque, qui est dominée par des pays occidentaux, dans lequel, bien sûr, il y a quelques voix arabes, mais il n'y a pas les voix africaines, il n'y a pas les voix asiatiques, etc. Donc, je veux dire, c'est des Nations Unies qui ne représentent pas l'essentiel de l'humanité, qui décident ce plan de partage. S'il n'y avait pas eu de plan de partage, le résultat aurait été le même, c'est qu'on aurait été dans une guerre, et que sans doute les sionistes et ensuite l'armée israélienne auraient gagné aussi. Mais ça leur donne une certaine légitimité, je veux dire, c'est de pouvoir se réclamer évidemment du plan de partage. Avec le fait quand même que, d'abord, ils n'ont pas appliqué le plan de partage, puisqu'ils ont annexé encore 20 ou 25% du territoire qui était prévu par les Palestiniens, et puis parce qu'ils ont chassé les populations palestiniennes, et aujourd'hui on sait que ça a été un plan délibéré des autorités israéliennes de chasser. Il y a eu 800 000 réfugiés palestiniens. Et justement, après ce plan de partage, combien de temps après s'est déclarée la guerre et qui a lancé les hostilités ? 29 novembre 1947, c'est le plan de partage. Normalement, les Nations Unies ont demandé aux Britanniques d'assurer une transition. Et les Britanniques décident unilatéralement de se retirer le 14 mai 1948. Ils favorisent le chaos. Je ne sais pas s'il y avait vraiment l'idée s'il y a le chaos, on pourra rester. Bon, en tous les cas, ils favorisent le chaos. Ils ne favorisent pas du tout une transition pacifique. En plus, il y a un élément que je n'ai pas donné, c'est que normalement Jérusalem avait un statut à part international qui ne dépendait ni de l'État palestinien, ni de l'État juif à venir. Qui n'a jamais été mis en place. Non, qui n'a jamais été mis en place. On est déjà dans une situation de conflit. Et le 14 mai 1948, Ben Gurion, de manière unilatérale, déclare l'État d'Israël. Les pays arabes refusent et les pays arabes entrent en guerre. Donc, ils portent la responsabilité, évidemment, de cette entrée en guerre. Justement, Ben Gurion, c'était un laïc et c'était un socialiste, c'est ça ? Avant la Première Guerre mondiale, l'essentiel du mouvement social-démocrate et socialiste était totalement colonialiste. Je veux dire, et le fait on pouvait chanter l'international, y compris réclamer la dictature du prolétariat et penser qu'il fallait écraser les indigènes. Mais ce qui est important, c'est qu'il a pris le contrôle, la mouvance travailliste a pris le contrôle du mouvement sioniste dès les années 20, a joué un rôle majeur dans l'organisation, alors notamment de l'organisation des kibbutz. Et ce qui est intéressant, c'est que Zev Sternel, qui est un des grands historiens israéliens aujourd'hui décédé, a fait une étude sur les kibbutz et qui montre que les kibbutz, le but, c'était pas du tout le socialisme. Il y avait un aspect utopique, l'égalité absolue, l'élevage des enfants en collectivité, une grande liberté sexuelle qui fait que des milliers de jeunes Français ont été dans les années 60, avant la guerre de 67, voir cette utopie. Mais dans la réalité, Zev Sternel a montré qu'elles avaient comme objectif essentiel le maillage militaire du territoire. C'était des communautés organisées militairement qui étaient chargées de prendre le contrôle du territoire. C'était un socialisme très, très particulier, un socialisme raciste. Il y avait la grande centrale syndicale à Histadrut, c'était interdit aux Arabes. C'était quand même assez incroyable pour que des mouvements qui se prétendent internationalistes. Et justement, on va finir avec ça. Donc de quoi la Palestine est-elle le nom ? Et du coup, quel est justement l'enjeu palestinien actuellement et dans le monde ? Aujourd'hui, je pense que justement, ce qui est intéressant, c'est après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu 3 grands mouvements de solidarité internationale. Par exemple, sur la guerre d'Algérie, soutien à l'Algérie, il n'y a pas eu de l'équivalent. Mais sur le Vietnam, sur l'Afrique du Sud et aujourd'hui sur la Palestine, des mouvements dans le monde entier, d'un pays qui n'était pas concerné, de populations qui n'étaient pas concernées. Et si on essaie de comprendre pourquoi, le seul point commun de ces 3 conflits, c'est le fait d'être
des conflits de type coloniaux, c'est-à-dire face à une grande puissance qui occupe le Vietnam du Sud et qui refuse l'indépendance. Ça a été perçu par les opinions à travers le monde comme ça, comme un conflit de type, sinon colonial, de type Nord-Sud, quoi. L'Afrique du Sud, pareil. Il faut rappeler quand même, parce qu'aujourd'hui on a l'impression que tout le monde était avec Mandela, etc., que pour les Britanniques et les Américains, l'ANC était une organisation terroriste, et pour la France jusqu'à l'élection de Mitterrand, pareil. Donc, je dirais la Palestine, c'est le dernier conflit de décolonisation, c'est le dernier cas de décolonisation non résolu. Et bon, voilà, et je pense que s'il y a aujourd'hui tellement de gens en Amérique latine, par exemple, qui se sentent concernés, c'est pour ça, parce qu'il y a quelque chose de symbolique. Et puis, on le voit avec l'affaire de Gaza aujourd'hui, particulièrement emblématique du double langage occidental concernant le droit international et le droit des peuples. C'est-à-dire que tout ce que l'Occident prétend défendre, par exemple en Ukraine, on le refuse à Gaza et pour les Palestiniens. C'est pas seulement à Gaza le 7 octobre, on le refuse pour les Palestiniens depuis 40. L'Ukraine, l'occupation partielle, c'est 2 ans et demi. Je veux dire, la Palestine, c'est en acceptant l'idée de 2 États et le plan de partage, on est à 60 ans d'occupation. Pratiquement toute la population n'a vécu que sous l'occupation. Et ça ne suscite aucune mobilisation occidentale. Au contraire, je dis aujourd'hui, ce qu'on sent notamment en France, plus qu'avant, parce qu'il fut un temps où la France avait une politique indépendante sur ce conflit, il y a un soutien et une couverture donnée aux actions israéliennes et au génocide en cours à Gaza. Merci beaucoup Alain Grèche d'avoir été avec nous, merci infiniment. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot sur le livre que vous venez de sortir ? Écoutez, j'ai fait un livre qui s'appelle « Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir », pour essayer de garder une note un peu optimiste dans cette situation un peu pessimiste, je dirais, ou un peu parfois désespérante. Je dirais qu'il dit 2 choses. Enfin, d'abord, qui revient sur l'affaire palestinienne et notamment sur les mensonges médiatiques et politiques pour justifier l'action israélienne. Octobre, novembre, décembre, on avait l'impression d'être dans un pays totalitaire, les médias dominants. Alors évidemment, il y a toujours le monde diplomatique, Orient 21, Blast, Arrêt sur Ribage, etc. Mais quand même, le discours, c'était vraiment un discours de stigmatisation de la solidarité avec les Palestiniens. C'est ça que j'ai voulu démontrer en partie. Et puis mettre en lumière ce que je dis, c'est-à-dire que ce qui se joue à Gaza, pour moi, c'est l'avenir des relations internationales. C'est de savoir si le droit international, il a encore une signification. Or, ce que l'Occident est en train de dire, c'est le droit international, il ne s'applique pas aux barbares. Et c'est vraiment la vieille politique du 19e siècle. Il y a à la fin du 19e siècle, la France s'est fait expulser de pays du Sahel. Et je pense réellement qu'on crée les conditions pour être unis dans tous les pays du Maghreb. Est-ce que vous avez une touche optimiste justement pour la Palestine ? La touche optimiste, c'est effectivement les mobilisations à travers le monde, c'est les étudiants américains, c'est les étudiants dans beaucoup de pays européens. J'écoutais la ministre de l'Éducation espagnole qui se félicitait des manifestations des étudiants d'Espagne, alors que nous, on les stigmatise. Quand on voit des ministres dire qu'on a mis Sciences Po à feu et à sang alors qu'il n'y a eu aucun incident en Sciences Po, je dis le mensonge absolu et aussi le mépris pour la jeunesse, et le mépris pour la jeunesse étudiante. Et je trouve que ça, c'est très, très grave. Mais il y a quand même cette mobilisation, elle continue partout, et je pense qu'elle est porteuse d'avenir. Très bien. À bientôt, Monsieur Grèche. Merci, à bientôt. Merci d'avoir voyagé avec nous sur Visa Palestinien. On espère que vous avez apprécié cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner et de partager le podcast avec vos proches. À la prochaine sur Visa Palestinien. Salam.